commencer le webinaire, ce que je vais faire, c'est que donc je m'appelle Stéphanie Bruyère, je suis enseignante à l'EIGM et donc je vais vous présenter un webinaire qui s'appelle « Imaginons les matériaux de demain ». Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Voilà, vous devriez maintenant le voir. Et puis je vais également couper ma caméra. Voilà. Donc, c'est parti pour une petite demi-heure pour le webinaire qui s'appelle « Imaginons les matériaux de demain ». Donc, je vous l'ai dit, je suis Stéphanie Bruyère, je suis enseignante-chercheuse. Donc, ça signifie que je fais de la recherche à l'Institut Jean Lamour qui se trouve à Nancy. L'Institut Jean Lamour, vous le voyez ici, enfin, vous voyez le bâtiment ici sur l'image. C'est un bâtiment qui fait un peu plus que 28 000 m² et qui est dédié à la recherche sur les matériaux. Nous sommes environ 550 personnes réparties dans 23 équipes de recherche à travailler sur différentes thématiques. En voici les 4 grands items. Donc il y a la physique de la matière et des matériaux, la chimie et physique des solides et des surfaces, sciences et ingénierie des matériaux et métallurgie, et puis il y a les nanomatériaux, l'électronique et le vivant. Donc ça, ce sont les matériaux qui vont aller à l'intérieur de notre corps ou qui sont biocompatibles. À l'Institut Jean Lamour, moi je suis microscopiste, c'est-à-dire que je vais utiliser ce type de microscope que vous voyez ici en photo, qui est un microscope électronique en transmission. Et ce que je vais faire avec ce microscope, c'est que je vais pouvoir observer l'intérieur des matériaux. Donc vous avez une image d'un échantillon que je peux être amenée à regarder. Donc c'est un échantillon qui est composé d'aluminium, de vanadium et d'étain. Et si je vous fais un zoom sur cette image, vous voyez que vous voyez des points blancs et puis gris qui apparaissent, qui sont sur l'image. Et vous voyez que ces points, ils forment un motif qui va se répéter. Eh bien, ce motif qui se répète et ces points que vous voyez, ce sont les atomes. Le fait de connaître leur organisation à l'intérieur d'un matériau, ça va nous permettre de relier cette organisation à des propriétés du matériau. Et ensuite, une fois qu'on connaît les propriétés des matériaux, on peut soit les modifier en changeant la façon dont les atomes vont être organisés, et une fois qu'on a modifié ces propriétés, eh bien, on peut en faire l'utilisation qu'on veut pour tel ou tel objet. Je suis également donc enseignante à l'École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux, l'EIGM. Et à l'EIGM, donc on a il y a beaucoup d'enseignements qui sont sur les matériaux et sur le génie des matériaux. Donc ces matériaux dont je vous parle depuis tout à l'heure, ce sont des matériaux qu'on trouve absolument partout. Dans tous les domaines de la vie courante et moins courante, il y a des matériaux. Vous avez ici quelques exemples, tels que des matériaux pour le sport. Alors ici, ce sont des matériaux pour le sport de haut niveau, tels que des arcs. Donc des arcs qui vont être formés de matériaux qui vont permettre d'améliorer leur performance, notamment des performances de précision pour le tir. On a des matériaux qui vont être liés à la santé. Et dans ce cas-là, ce sont des matériaux qui vont être compatibles avec le corps humain, qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur de notre corps sans qu'il soit attaqué par celui-ci. Ou alors des matériaux qui justement vont être attaqués par celui-ci pour pouvoir délivrer tel ou tel médicament. On a ici un exemple de matériaux pour l'aéronautique. Donc typiquement, ça va être si on veut que les avions consomment moins de kérosène, une façon de faire, c'est par exemple d'essayer de les alléger le plus possible. Et bien dans ce cas-là, il va falloir choisir les bons matériaux avec les bonnes propriétés. Et puis peut-être chercher de nouvelles façons de concevoir ces matériaux ou de modifier les propriétés. Et puis je vous donne un dernier petit exemple. C'est par exemple les matériaux qui vont être liés à l'énergie. Eh bien, il va falloir des matériaux pour transporter l'électricité, mais également des matériaux qui vont vous permettre de transformer l'énergie qui provient du soleil en électricité.
Donc ces matériaux, ils sont classés en familles. Les familles qu'on connaît le mieux, ce sont les métaux, les polymères, les céramiques et les composites. Et ces matériaux, ils vont être classés en fonction des liaisons qui les caractérisent. Et ce sont ces liaisons et les atomes à l'intérieur des matériaux qui vont faire qu'ils vont avoir des propriétés. Les matériaux d'une même famille ayant le même type de liaison, eh bien, ils ont des propriétés qui vont être similaires. Ce qui fait que si on connaît, on n'est pas obligé de connaître tous les matériaux pour avoir une idée des propriétés des matériaux et donc de leur utilisation. Mais si on connaît certains matériaux de toutes les familles qui existent, eh bien, on peut envisager une utilisation et ensuite imaginer de nouveaux matériaux. Ces matériaux, on va les trouver tout au long de ce qu'on appelle le cycle de vie des matériaux. Et si on les trouve tout au long du cycle de vie des matériaux, eh bien, les ingénieurs en matériaux, les ingénieurs généralistes en matériaux, par exemple, qui sont formés à l'école, eh bien, ils vont également trouver du travail dans tout ce cycle de vie des matériaux. Et ça va aller donc de la conception et de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on va réfléchir pour un objet donné, on va réfléchir aux propriétés dont on a besoin. Connaissant les propriétés dont on a besoin, on va essayer de trouver le meilleur matériau ou la meilleure combinaison de matériaux pour arriver à cette propriété. Une fois qu'on connaît les matériaux, qu'on a une idée du matériau qu'on veut tester, eh bien, il va falloir l'extraire. Par exemple, si j'ai de l'aluminium, il va falloir l'extraire d'une carrière. Donc, et une fois qu'on a cet aluminium sous forme de cailloux, il faut arriver également à pouvoir il faut arriver à le séparer de tout ce qui est dans le caillou et garder uniquement l'aluminium le plus pur possible. Ensuite, notre matériau, il va falloir le mettre en forme et donc on va travailler dans les procédés et la mise en forme. Puis une fois que notre objet ou nos matériaux ils ont été mis en forme, il va falloir contrôler que les propriétés qu'on attendait sont bien là. Donc c'est la partie contrôle qualité. Ensuite, nous, en tant que consommateurs, on va utiliser notre produit, que ce soit un produit de la vie courante ou un produit tel que des matériaux pour les satellites. Et puis, enfin, une fois on n'a plus l'utilité de notre objet, il faut maintenant, et depuis quelques années, réfléchir correctement à ce qu'on fait de nos matériaux. Comment est le traitement de fin de vie? C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de les mettre en décharge ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution pour séparer les différents matériaux et les réinjecter quelque part dans le cycle de vie? Est-ce qu'on est capable de recycler notre matériau? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer la conception et l'éco-conception pour trouver des matériaux qui sont recyclables, etc., etc. Donc c'est un cycle, c'est-à-dire qu'on fait le tour encore et toutes les pièces du puzzle, donc de ce cycle, sont reliées les unes aux autres. Et l'ingénieur matériaux, il est capable de travailler dans tous ces domaines. Je vous donne juste 4 exemples pour illustrer ce que je viens de vous dire. Donc, ce sont 4 exemples d'anciens de l'école. Donc, il y a par exemple Tabata. Elle est chargée de projet. Donc, elle est actuellement en charge du développement de nouveaux dispositifs pour l'administration des médicaments. Ces médicaments, c'est par exemple les pilules que vous voyez ici. Eh bien, le but, ça va être de trouver la gélule, le matériau qui fonctionne le mieux pour notre médicament. Je vous présente également Maxime. Maxime, lui, il fait le suivi de production et de développement pour les nouvelles gommes de pneus de voiture. Et donc, son travail, ça va être d'essayer de trouver les meilleurs matériaux, par exemple, pour un pneu qui devra être un pneu neige ou alors un pneu qui devra faire les 4 saisons. Il y a également Anaïs. Donc Anaïs, elle travaille comme chef de projet pour le développement de nouveaux revêtements intérieurs des canalisations en fonte. Ces canalisations en fonte, elles vont transporter tout un tas de produits. Par exemple, elles peuvent de fluides, elles vont transporter de l'eau, elles peuvent transporter du gaz, du pétrole, etc. Et donc, il faut éviter que ces canalisations soient percées par ces fluides. Et donc, pour ça, il faut réfléchir au meilleur revêtement qu'on met à l'intérieur de la canalisation pour éviter qu'elle perce et que notre fluide se retrouve, par exemple, dans le désert plutôt qu'à la sortie du robinet. Et puis enfin, il y a Mathias. Mathias, lui, il est ingénieur matériaux de l'EIGM
Et actuellement, il est astronaute et il travaille à l'Agence spatiale européenne, donc à l'ESA, à Cologne. Et donc, dans quelques semaines, il va partir sur la station spatiale pour faire des expériences, notamment des expériences sur les matériaux. Donc, comme quoi, les matériaux, étant donné qu'ils sont absolument présents partout et que on peut, ensuite, une fois qu'on est ingénieur matériaux, on peut travailler dans tous les domaines. Il n'y a absolument aucune limite. Donc, ces matériaux, je vous en parle pas mal depuis quelques minutes. Eh bien, tout ce qu'on va faire quand on va vouloir caractériser les matériaux, ce qu'on va vouloir faire, c'est relier les propriétés des matériaux à l'organisation des atomes, tels que je vous l'ai montré, par exemple, dans les premières diapos. Ces propriétés des matériaux, c'est, si je prends l'exemple d'un avion, c'est un exemple ici qui est très connu. Donc l'avion, pour qu'il vole, eh bien, les propriétés des matériaux qui sont associés au fait que mon avion vole, c'est que les matériaux qu'il compose doivent être rigides, solides, résistants et légers. Ça, ce sont des propriétés. Maintenant, s'il me manque une seule de ces propriétés, l'avion ne pourra pas voler, j'aurai des problèmes. Imaginons que les ailes se plient, ça signifie que mon matériau n'est pas assez rigide. Et ça, le nom de la propriété qui est en face, c'est ce qu'on appelle le module Young. Et donc nous, on sait, en tant qu'ingénieur de matériaux, on sait utiliser cette propriété, la retrouver, faire des tests pour vérifier qu'on a bien un module Young suffisant pour que les ailes ne se plient pas. On peut avoir également des ailes qui vont complètement se fissurer. Imaginons que notre avion il rencontre un vol de pigeons et l'aile se fissure. Donc ça veut dire que notre aile d'avion est constituée d'un matériau qui n'est pas suffisamment résistant. Donc c'est-à-dire, là, la propriété qui est derrière, c'est ce qu'on appelle la ténacité. Et puis, l'exemple le plus parlant, c'est si on prend un matériau qui va avoir une masse qui va être trop lourd, et donc notre avion ne pourra même pas décoller. Et dans ce cas-là, ce qu'il faudra, ce sera choisir un matériau qui a une masse volumique plus faible. Donc c'est la question du coup que je pose ici, c'est quel matériau faut-il choisir pour alléger des ailes d'avion? Donc la solution presque de facilité, c'est de regarder parmi tous les matériaux qu'on connaît et de choisir le matériau qui va être le plus léger et qui a toutes les propriétés qui nous intéressent. Ou alors, on peut essayer d'imaginer de nouveaux matériaux, de nouvelles façons d'utiliser des matériaux, par exemple, donc, en réfléchissant sur des techniques de conception qui vont être plus innovantes. Donc ici, vous avez une image d'une aile d'avion avec des volets. Ces volets, ce sont ceux qui vont servir à l'avion pour ralentir, par exemple, lorsque l'avion va vouloir atterrir. Ces volets, pour pouvoir les sortir de l'aile, il faut utiliser des vérins. Si on arrive à enlever ces vérins, à trouver une technologie qui nous permette d'enlever ces vérins, mais que le volet puisse toujours sortir et re-rentrer dans l'aile quand on a besoin, eh bien, on va enlever du poids sur l'aile. Donc forcément, notre avion sera plus léger. Donc une façon de faire, c'est d'utiliser, ça pourrait être d'utiliser un matériau qu'on appelle un alliage à mémoire de forme. C'est ce que j'ai écrit ici en mettant que c'est un AMF. Cet alliage à mémoire de forme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le prendre en sandwich entre les matériaux habituels d'une aile d'avion, c'est-à-dire de l'aluminium et de la résine époxy. Et puis on va faire passer dans cet AMF des câbles chauffants. Et l'AMF, il a des propriétés, je vais vous montrer juste après, des propriétés extraordinaires qui font que cet alliage à mémoire de forme, il va se déformer lorsqu'on va changer la température, mais pas pour n'importe quelle température, pour une température bien précise. Ce qui veut donc dire que si dans mon aile d'avion, je fais passer des câbles chauffants et que quand j'ai besoin de sortir les volets de l'avion, eh bien, je fais passer un courant dans les câbles chauffants, donc ils vont chauffer, mon AMF va se déformer et mon aile d'avion va se déformer. Et dans ce cas-là, eh bien, il n'y a plus besoin de vérins hydrauliques puisque juste en contrôlant la température à l'aide des câbles chauffants, eh bien, je pourrais déformer l'aile d'avion et ralentir mon avion. Donc un AMF, c'est relativement simple, c'est donc un alliage à mémoire de forme, c'est un matériau qui est constitué de plusieurs éléments
Ce matériau, il va avoir des propriétés très particulières, telles que la superélasticité. C'est par exemple le fait de pouvoir prendre les lunettes pour enfants, qui sont faites actuellement, qui sont faites en AMF. On peut les tordre dans tous les sens et elles reviennent toujours dans leur position de départ. Et puis la deuxième propriété qui va nous intéresser ici pour les ailes d'avion, c'est la mémoire de forme. Et cette mémoire de forme, en fait, ça veut dire qu'on a appris à notre matériau à avoir une forme à une température, et dès qu'il va changer de structure cristallographique, dès que les atomes que vous voyez ici sur mon image, eh bien, ils vont se réorganiser parce qu'on aura changé la température, eh bien, le matériau va prendre une autre forme. Je vous le montre ici en vidéo. Donc, vous avez un fil qui est fabriqué à la base d'un AMF. Ce fil, on va venir le tremper dans de l'azote liquide qui est très froid, moins 196 degrés. Donc le fil, on va le tremper et vous voyez qu'il ne ressort pas. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va peu à peu s'enrouler parce qu'on a changé la température de l'AMF. Donc ses atomes se sont réorganisés et il s'est enroulé. Et puis si on revient à température ambiante, eh bien le matériau les atomes reprennent leur position d'origine et le matériau, lui, reprend sa forme initiale, c'est-à-dire la forme d'un fil, un fil classique. Donc ça, on le retrouve par exemple dans les vannes de gaz de sécurité qui vont être faites à base de ressorts, et ces ressorts vont changer de forme dès qu'il y a un incendie, ce qui fait que ça va pousser une bille qui va fermer le gaz, tout simplement, sans avoir besoin de fermer un robinet. Et puis on a également, ce sont des matériaux qui peuvent être biocompatibles et on va s'en servir par exemple comme des agrafes qu'on va venir mettre sur une fracture. Quand ils sont à une certaine température, donc ils vont pouvoir être écartés, on va pouvoir les fixer sur les deux morceaux d'os. Et dès qu'ils reprennent la température du corps, eh bien, ils se resserrent. Et dans ce cas-là, l'os, les deux parties de l'os, ici vous voyez, reviennent comme il faut, en contact. L'autre propriété dont je vais vous parler, et après on s'arrêtera là, c'est la propriété de supraconductivité et l'effet Messner. Ce sont pour des matériaux particuliers, avec des compositions particulières. Ce sont des matériaux où quand on va faire passer un courant à l'intérieur de ce matériau, eh bien, pour une température, en dessous d'une température qu'on appellera une température critique, eh bien, on va avoir aucune résistance de notre matériau face au passage du courant. D'habitude, si on fait passer un courant dans un matériau, ce matériau va se mettre à chauffer. C'est ce qu'on appelle la résistivité. Dans les matériaux supraconducteurs, eh bien, en dessous d'une certaine température, il n'y a plus aucune résistance. Donc ça veut dire que notre matériau ne chauffera pas. Ça, ce sont des matériaux qui sont toujours, où on est toujours en train de faire de la recherche dessus, parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver des matériaux qui sont supraconducteurs à température ambiante. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et si on arrive à trouver ce genre de matériaux, eh bien, on pourra par exemple faire passer des très forts courants dans les lignes électriques sans aucune perte par effet Joule, donc sans aucune perte de chaleur. Et le deuxième exemple qu'on peut avoir sur la supraconductivité, c'est les IRM. Quand vous passez une IRM, eh bien, on vous met dans une bobine. Dans cette bobine, on va faire passer un très fort courant électrique. Et une fois qu'on a fait passer ce très fort courant électrique, on va générer un champ magnétique. Et c'est ça qui va pouvoir nous faire l'image qu'on connaît, l'IRM. Et bien pour pouvoir faire ça, puisqu'il faut générer un très fort champ magnétique, ça veut dire qu'il faut utiliser un très fort courant et il faut choisir le bon matériau, donc un matériau supraconducteur qui ne va pas fondre sous l'effet du courant qu'on va faire passer dedans. Et puis vous avez peut-être déjà vu ce train. Ce train, on le voit au Japon, ça s'appelle le maglev. Et donc ce train, il a pour particularité d'être en lévitation au-dessus des rails, c'est-à-dire qu'il ne touche pas les rails. Et le gros intérêt de ce train, c'est que du coup, il peut aller extrêmement vite puisqu'il n'y a pas de frottement. Et pour arriver à ça, eh bien, ils utilisent la technologie des matériaux supraconducteurs pour pouvoir faire léviter le train au-dessus d'aimants qui vont le guider. Comment est-ce que ça marche? J'ai une petite vidéo ici. Donc vous avez un matériau supraconducteur. Dans mon expérience, c'est ce qu'on appelle un cuprate. Ce cuprate, il devient supraconducteur si sa température elle est inférieure à moins 136 degrés Celsius.
À température ambiante, eh bien, mon matériau supraconducteur, il est comme beaucoup d'autres matériaux, c'est-à-dire que je vais pouvoir prendre un aimant et poser mon aimant dessus, et il n'y aura absolument aucun problème. L'aimant pourra être en contact avec le supraconducteur. Par contre, si maintenant je passe mon matériau supraconducteur à une température inférieure à la température critique, donc ici moins 136 degrés, donc par exemple en utilisant de l'azote liquide, eh bien, mon matériau devient supraconducteur. Donc, c'est ce que je fais ici. On va verser donc de l'azote liquide sur le supraconducteur. Il va se refroidir jusqu'à arriver à la température de l'azote liquide, donc moins 196 degrés. Moins 196 degrés, c'est plus bas que moins 136 degrés. Donc, mon matériau devient supraconducteur et en même temps, eh bien, ses propriétés magnétiques vont changer. Et on va dire qu'il devient diamagnétique parfait. Donc maintenant qu'il est à basse température, on prend l'aimant. Alors, on prend l'aimant, voilà. Et on va venir essayer de le poser sur le supraconducteur. S'il n'a pas changé de propriété, normalement, l'aimant doit être en contact avec le supra. Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas du tout le cas. L'aimant va être en lévitation au-dessus du supraconducteur. Donc ça veut dire que les lignes de champ de l'aimant sont repoussées par le matériau supraconducteur. C'est exactement, donc vous avez un zoom de ce qu'on a en vrai. Donc l'aimant est en lévitation au-dessus du supraconducteur. C'est la même technique qui est utilisée pour le train maglev, pour être en lévitation au-dessus des rails. Donc voilà, je vous ai parlé des matériaux et maintenant je vais vous parler encore quelques minutes de la formation. Donc nous, on est l'EIGM, on est un consortium de 7 universités réparties dans toute l'Europe et même la très très large Europe, puisque vous avez ici la Russie. Donc parmi les universités, on a Bruxelles, donc Nancy, où on est basé, nous, l'EIGM. Il y a l'université de Valence, il y a Barcelone, Sarrebruck, Moscou et Luleå. Et les 7 universités qui sont ici sur ma slide pilotent l'école. Ce qui va se passer, c'est que l'ensemble des étudiants de ces universités vont aller étudier pendant 2 ans dans leur pays. Donc les étudiants français vont venir étudier à Nancy après avoir passé le concours GEPI Polytech. Pendant 2 ans, donc c'est une prépa intégrée, pendant 2 ans, les étudiants français sont à Nancy et ils vont apprendre 3 langues étrangères, anglais, espagnol et allemand. Bien sûr, ils vont faire des sciences fondamentales, ils vont faire du génie des matériaux, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à apprendre des choses sur les propriétés des matériaux et les matériaux en général. Au bout de ces 2 ans, tous les étudiants des universités partenaires viennent à Nancy. Donc en fait, la promotion ensuite en 3e année, elle est constituée des étudiants qui étaient là les 2 premières années à Nancy, plus des étudiants des universités partenaires, plus des étudiants qui sont issus des concours type CPGE, prépa des INP, et admis sur dossier. De la même façon, l'étude des sciences fondamentales continue, l'étude du génie des matériaux augmente. Et puis, bien sûr, les langues continuent, puisque après 18 mois à Nancy, eh bien, tous les étudiants de l'EIGM partent étudier pendant 6 mois à l'étranger dans l'une des universités du consortium. Donc, parmi les universités que je vous ai montrées juste avant. Puis ensuite, il y a 6 mois de recherche à faire dans l'un des 25 laboratoires des universités partenaires. C'est-à-dire que chaque université a des laboratoires de recherche, comme mon laboratoire, l'Institut Jean Lamour. Et donc, chaque laboratoire va être spécialisé dans plusieurs types de matériaux, plusieurs caractérisations, etc. Et donc, les étudiants vont pouvoir aller choisir parmi les offres de stage qui sont proposées, le stage qui leur convient le mieux sur le matériau qui les intéresse le plus, par exemple. Au bout de ces 6 mois, il reste encore 6 mois de stage industriel à effectuer. Ce stage industriel peut être effectué à l'international. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, il y ait au moins eu 1 an minimum pour chaque étudiant à l'étranger. De la même façon, à la fin des 5 ans, il faut que les étudiants de l'EIGM passent au minimum 2 certificats externes de langue de niveau B2 ou supérieur.
Donc forcément le certificat d'anglais, plus un certificat en allemand ou en espagnol. Il y a également la possibilité de faire des doubles diplômes, etc. etc. En première année, donc on est une école qui est une école publique. Vous intégrez l'école par le concours GEPI Polytech, qui regroupe 34 écoles. Donc on est une école publique qui est reconnue par la commission des titres d'ingénieur, c'est-à-dire qu'on délivre un diplôme qui est reconnu par l'État français. Une école publique, ça signifie que les frais d'inscription sont liés à ceux de l'université. Et donc une promotion en première année, donc ceux qui intègrent par le concours GEPI, eh bien c'est environ 90 étudiants, puisqu'on a 82 places pour le concours GEPI et 8 places pour des admis sur dossier. Qu'un ingénieur en génie des matériaux, il doit posséder de solides connaissances scientifiques, il va maîtriser la conception et l'utilisation de l'ensemble des matériaux, il est sensibilisé aux problèmes socio-économiques et écologiques et dans notre cas, il va posséder également une grande culture européenne et il va parler 3 langues étrangères. Si vous voulez plus d'informations sur l'école, n'hésitez pas à venir à nos journées portes ouvertes qui auront lieu donc ce samedi 6 février de 9h à 17h. Il faut vous inscrire sur le site de l'école. Ou le samedi 13 février de 9h à 18h. Pareil, les informations sont sur le site de l'école. Si vous voulez des informations plus précises sur les partenariats entre l'EIGM et les entreprises, il y a un webinaire ce soir. Pareil, vous trouvez les informations sur le site de l'école. Donc ma présentation est maintenant finie. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.